Bienvenue à vous tous. Merci de votre confiance. Et Jean-Luc, je te passe la parole. Enchanté, merci à toutes d'être ici. C'est vrai je vais être assez rapide parce qu'on a beaucoup de contenus denses qui nous attendent sur cette session d'1 heure. Juste, vous voyez bien, sommes-nous confrontés au même dilemme malade proche soignant? Je crois qu'on va se concentrer beaucoup aujourd'hui sur la parole de malade, la parole d'aidants ou d'épouses ou de personnes qui accompagnent. Et vraiment pour entendre la parole et la conception finalement de l'expérience de ce que peut être le dilemme, en accent moins sur les soignants. On connaît bien, on a beaucoup travaillé autour des dilemmes soignants qui peuvent souvent tourner autour de la question du refus de soins, qui tourne autour de la posture professionnelle, comment agir face à un refus, comment agir face à des concepts sur la liberté, la sécurité. Ça, c'est des choses qu'on connaît bien. Et moi, je trouve qu'on va profiter de cette session pour entendre finalement ce qui anime vraiment les personnes concernées, ce que l'on a à entendre et qui devrait nécessiter que l'on puisse adapter aussi notre pratique et notre aide. Et surtout, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin encore. Fabrice parlait tout à l'heure de quel dispositif on peut mettre. On parlera aussi là avec Simone de comment finalement les malades eux-mêmes, les accompagnants peuvent se saisir d'une démarche éthique pour répondre aux conflits qu'ils peuvent éprouver et aussi, alors là c'est mon côté psychologue, peut-être pour aller mieux, parce que pour aller mieux, Marie vous disiez tout à l'heure, il faut faire un travail sur soi, mais le travail sur soi peut prendre un versant psychologique, mais par moments la psychologie ne nous aidera pas et c'est vrai que le recours à l'éthique peut être, dans une société globale, peut être quelque chose qui aide véritablement. Voilà, donc je ne parle pas beaucoup. On va commencer la session par une vidéo de Hans Limon, qui est professeur de philosophie, qui est concerné et qui va nous parler à la télé, au cinéma, je sais pas, il va parler en tous les cas. Et ensuite, on enchaînera sur les paroles de tous les participants. Donc je dis aux manipulateurs télé, c'est bon. Alors j'aimerais vous parler sur ce thème des maladies neurodégénératives, plus précisément sur les représentations sociales autour de ces types de maladies-là et des patients qui en sont atteints. On parle souvent de l'homme augmenté, comme s'il y avait la possibilité de dépasser l'humain vers le transhumain, et on parle rarement, ou plus rarement en tout cas, et dans d'autres circonstances, de ce que c'est que l'homme diminué. Et ce que j'aimerais évoquer là, en quelques minutes avec vous, c'est justement ces biais, on pourrait presque dire ces biais cognitifs de représentation autour des malades atteints de maladies neurodégénératives. Alors moi-même, il y a 3 ans, et pourtant j'étais âgé de 35 ans, j'ai été diagnostiqué d'une forme de ce qu'on appelle juvénile de la maladie de Parkinson. Quand on évoque la maladie de Parkinson, et dans mon cas la forme juvénile, on pense tout de suite au tremblement. Alors qu'il y a à peu près, il me semble, moins de 40% des patients qui tremblent de la maladie de Parkinson. En revanche, tous les autres symptômes, ce qu'on appelle le freezing notamment, c'est-à-dire le fait de se lever et d'être d'un seul coup paralysé, comme si quelqu'un nous appuyait très fort sur les épaules, les symptômes dépressifs, les symptômes intestinaux, etc., font partie en fait de la palette de la maladie de Parkinson. Alors pour moi, ce n'est pas dans les vocables utilisés que j'y entre guillemets le malaise, mais c'est plutôt dans le traitement social de ces maladies-là. Est-ce qu'une personne atteinte prématurément d'une maladie neurodégénérative, c'est-à-dire d'un aller sans retour finalement, d'où finalement le paradigme de la tragédie pour essayer de le penser un petit peu, est-ce que cette personne doit par exemple s'interdire de s'inclure dans une communauté sociale qui correspond à son âge? Est-ce qu'on doit s'interdire d'être indépendant, ce qu'on appelle aussi de s'autodéterminer? Est-ce que finalement on est mis dans une case où on doit mener une sorte de vie médicalisée qui nous empêche de mener notre vie, puisqu'on sait notamment, et dans le cas de la maladie de Parkinson, qu'il n'y a aucun traitement de guérison, il n'y a que des traitements symptomatiques. Alors, est-ce qu'il faut compenser? Est-ce qu'on doit penser la vie de ces personnes qui en sont atteintes comme une vie spécialisée? Est-ce qu'on doit s'arrêter de travailler? Est-ce qu'on doit forcément en informer sa hiérarchie? Toutes ces questions-là, en fait, sont déjà pensées par la philosophie, et plus particulièrement par un philosophe contemporain qui s'appelle Bertrand Cantin, qui est maître de conférence à l'université Gustave Eiffel et qui a écrit 2 livres essentiels. L'un en 2013, La philosophie face au handicap, et puis en 2019, un ouvrage qui s'appelle Les Invalidés, nouvelle réflexion philosophique sur le handicap. Alors pourquoi les invalidés?
parce que selon lui, en fait, sa réflexion est issue de la différence entre une déficience et un handicap, et je vais y revenir tout à l'heure. En fait, le terme d'invalidé met l'accent sur la responsabilité de l'État, sur finalement la possibilité pour les personnes atteintes d'un handicap de pouvoir mener leur projet de vie. C'est ce que Martha Nussbaum et avant elle Amartya Sen appelaient les capabilités. Entre l'exercice des droits, entre les droits et l'exercice effectif des droits, il y a tout un tas de chemins concrets et sinueux par lesquels on doit finalement passer pour pouvoir être pleinement un citoyen. Alors, ce que Bertrand Cantin appelle les invalidés, c'est justement pour lui ces personnes dont la société a le devoir d'œuvrer à l'inclusion. Et finalement, ça nous renvoie aussi, et j'en ai fait l'expérience, à la manière dont on pense être considéré lorsqu'on est atteint d'un handicap. Bon, il y a à peu près 12 millions de Français qui sont atteints d'une forme de handicap, 80% d'une forme de handicap invisible. Et sur ces 80% de handicap invisible, il doit y avoir 70 ou 80% qui n'en parlent pas ou qui ne font même pas l'objet de ce qu'on appelle une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Alors pourquoi ? C'est Henri-Jacques Sticker qui nous explique dans Encore un film et société que l'angoisse du handicap, elle provient en fait de l'angoisse tribale d'être exclu du groupe. Et c'est ce qui explique encore de nos jours cette volonté de conformisme en fait. Je suis une personne en situation de handicap et à partir du moment où je l'affirme clairement et pleinement, on ne me considère plus de la même manière. Et c'est ce que Erving Goffman appelle un stigmate. Et lui-même, il a fait un séjour d'études dans un asile psychiatrique qui a donné lieu à une étude retentissante il y a une 60aine d'années maintenant. Goffman parle aussi bien des gens en situation de handicap que des juifs, des noirs, des prostituées. Et finalement, il montre, et Sticker l'avait montré aussi, et Cantin le fait dans ce prolongement-là, qu'un handicap, c'est une notion relative. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'État, la société, l'entourage met en œuvre les mesures pour compenser ma déficience, le handicap, il va plus ou moins se ressentir. Et c'est la différence justement entre une déficience et un handicap. On est incapable finalement d'envisager le handicap dans les représentations mentales et culturelles en France, autrement que par soit le misérabilisme, les aides sociales, etc., avec la déconjugalisation récente qui a été votée, ou par le prisme de la comédie. C'est-à-dire que quand vous voyez des représentations, films, séries, etc., il y a toujours une espèce d'humour qui vient enrober une situation pour dire finalement ça n'est pas si grave. Et ça correspond, et pour l'avoir vécu moi-même, et pour l'avoir vécu aussi, puisque je donne des formations dans des établissements sociaux, médico-sociaux, Bertrand Cantin appelle ça non seulement l'empathie égocentrée, mais aussi les compensations inopportunes. C'est quoi l'empathie égocentrée ? C'est en fait juger de l'état de l'autre par rapport au mien. C'est-à-dire qu'une personne polyhandicapée, par exemple, je suis incapable, dans mon logiciel interne, de me dire « elle peut être heureuse ». Donc ça, c'est l'empathie égocentrée, au sens où l'empathie, c'est souffrir avec l'autre, mais c'est forcément biaisé parce que je souffre à partir de mon corps valide. Et je suis incapable de me représenter ce que c'est que d'être dans un corps dit invalidé. Et puis il y a l'autre chose qu'on appelle les compensations inopportunes. Alors ça, c'est pas forcément uniquement pour les personnes en situation de handicap, c'est-à-dire que sous couvert d'inclure les gens et de prendre acte de leur état, finalement on marque d'autant plus leurs différences et on leur met un stigmate qu'ils n'ont pas. Et ça, en fait, je pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus, non seulement du point de vue des représentations sociales, mais aussi du point de vue scolaire. Quand Michael Jérémias est venu à Abu Dhabi, et qu'il a initié mes élèves au handisport, il m'a dit avec un peu d'humour, pourtant Abu Dhabi, les Émirats Arabes Unis, il m'a dit mais c'est une ville et c'est un pays, c'est le paradis des personnes en situation de handicap. Je lui ai dit comment ça ? Il m'a dit Hans, à peu près à tous les endroits, tous les bâtiments, même tous les trottoirs, il y a forcément des rampes quelque part. C'est-à-dire que tout est fait pour qu'une personne en situation de handicap ne ressente pas son handicap. Quand je parlais tout à l'heure d'autodétermination, il y a beaucoup d'associations qui travaillent pour la prise en charge des personnes en situation de handicap. L'autodétermination, c'est le plus possible faire entrer les personnes en situation de handicap dans des dispositifs de droit commun. Et ça, c'est très important. Dire que ce sont des citoyens comme les autres. Donc, pour finir, en tant que personne atteinte de maladies neurodégénératives et en tant que personne qui réfléchit à ces problèmes-là, je pense qu'il faudrait brandir, et ce sera peut-être la lettre de mission aussi de la future ministre, soit des solidarités, des familles ou du handicap, de brandir un droit à la non-justification, à l'accessibilité généralisée plutôt qu'à la compensation, et à la politique structurelle plutôt qu'à la sollicitation des bonnes volontés.
Et c'est ce qu'on appelle, avec une structure pour laquelle je travaille qui s'appelle le GAPAS, en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France, c'est ce qu'on appelle l'utopie nécessaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut vraiment changer les représentations, et notamment sur ces formes de maladies et de handicap très sévères, il faut avant tout travailler le droit commun pour faire entrer les personnes qui en sont atteintes dans des dispositifs de droit commun. Eh ben, ça commence bien. Merci Hans. Merci aussi, un grand merci à Patrice Dubosc qui a monté ce film, parce que j'ai cru comprendre qu'il était nettement plus long, et c'est vrai qu'il est percutant et très intéressant. J'adore cette idée de l'incapacité de voir les autres heureux, hein. Et évidemment, j'adore cette idée aussi sur le droit commun, le droit de tous. Et je ne sais pas comment vous réagissez, Marie, mais je vais vous donner la parole sur cette expérience que vous avez de retour sur soi maintenant, sur la réflexion qu'il y a par rapport au dilemme éthique, mais peut-être une petite réaction autour de l'intervention de Hans Limon. Oui, un micro. Nous sommes partis pour 10 minutes. Le persécuteur me regarde. Voilà, je trouve ces réflexions extrêmement pertinentes, et en particulier ces conclusions. D'accord. Cela étant, il évoque peut-être pas trop la question des dilemmes, au sens où moi, elle me préoccupe. Les dilemmes, c'est une étape nécessaire dans la vie des gens, et elle est encore plus prégnante dans la vie quand on a une maladie chronique évolutive. Elle apparaît surtout dans ces moments d'annonce, ces moments très forts, annonce, réannonce, échec thérapeutique, intensification des traitements, évolution de la maladie, vous voyez. Et à ce moment-là, effectivement, il y a des dilemmes de pensée, d'action qui sont là, très présents, étant entendu que pour le dilemme, c'est une étape qui va permettre de prendre une décision à un moment. Et lorsqu'on est dans cette situation-là, on est dans un flot d'émotions, souvent désagréables et douloureuses, qui empêchent la prise de décision. Moi, je pense que pour prendre une décision, pour sortir du dilemme, qui est une étape indispensable, il faut du temps, il faut l'acquisition de connaissances, il faut des soutiens extérieurs. On ne peut pas le faire seul, c'est difficile de le faire seul, on peut peut-être, mais ça prendra beaucoup de temps. Et puis, il faut un paysage intérieur apaisé. Vous voyez, alors moi, je pense que pour sortir du dilemme, il y a plusieurs étapes qui vont être nécessaires. Je vais parler de situations idéales, que ce soit dans les dilemmes de pensée ou d'action. Il faut d'abord être écouté. Être écouté quand on par le professionnel de santé, par l'équipe d'éducation thérapeutique, par l'association de patients, par le patient ressource, le patient expert que l'on est. Voilà, être écouté, pouvoir exprimer ses peurs, les verbaliser, ces représentations de la maladie, parce que les représentations, elles sont très fortes. Comment y échapper? On nous décrit, par exemple, dans le monde du travail, et ça, on l'intériorise comme moins compétent, plus souvent absent. Et cette présomption d'incompétence, d'absentéisme, mais on l'intériorise, alors que on ne sait pas, aucune statistique ne nous dit qu'on est plus absent, aucune, par personne. Ensuite, pour l'incompétence, il suffit de mettre à notre disposition, dans l'état actuel du fonctionnement de l'économie et des entreprises, des dispositifs adaptés. Vous voyez, on peut tout à fait, de compensation, hein, le bon outil, le bon ordinateur, le bon bureau, la bonne lumière, l'accessibilité au bon moment. Ensuite, toutes ces choses-là sont très importantes. On doit pouvoir écouter les gens. D'abord, les écouter leur détresse, écouter leur désarroi, écouter leurs questionnements, dire j'ai peur du handicap, j'ai peur de perdre la marche. C'est épouvantable, c'est prégnant. Dans une maladie comme la sclérose en plaques, donc une maladie la maladie de l'incertitude, vous pensez à ça. Vous pensez, mon Dieu, vais-je demain perdre la marche? Mais la marche, c'est un état normal. Voyez, d'où le dilemme que l'on a quand on est, par exemple, en fauteuil. L'idée, quand on vous propose le fauteuil, mais c'est un gros chemin qu'il faut faire, hein, l'histoire du fauteuil. Fauteuil contre autonomie. Pourtant, c'est un bon facteur d'autonomie, mais on pense fauteuil, je ne marche plus, alors que plein de gens marchent avec un fauteuil à un moment ou à un autre, en fonction des circonstances. Hein. Le fauteuil vous permet de faire beaucoup plus d'activités. Le fauteuil
est un levier d'autonomie. Mais ça, il faut pouvoir l'accepter et c'est sûrement pas quand vous êtes en pleine crise, au moment où on vous le propose, où vous êtes absorbé, vous avez un flot d'émotions qui vous envahit, que vous êtes en capacité d'y répondre. Donc écoutez d'abord les gens. Ensuite, les informer. Il faut informer, vraiment informer. Vous voyez, on va parler juste 2 secondes du travail. Le travail, c'est vraiment le monde où l'accès est compliqué quand on a une maladie chronique évolutive comme la nôtre. Pourquoi ? Parce que la première question que l'on se pose, ça va être: va-t-on révéler sa maladie ? Va-t-on en parler ? Va-t-on l'insérer dans le CV ? Va-t-on en parler à l'occasion de l'entretien d'embauche ? On ne sait pas. On est plongé dans la perplexité parce que il faudrait en parler. Ça, c'est ce qu'on conseille aux gens, en parler. C'est ce qu'on dit parce que ça déclenche des dispositifs protecteurs, des aides, que ce soit matériel, personnel, humaine, avec le médecin du travail et puis tous ces organismes spécialisés qui sont là pour nous aider. Mais c'est très compliqué d'en parler et avec raison. Parce que derrière, on a quoi ? On a peur. On a peur d'être exclu du monde du travail. On a peur de perdre son emploi. Et c'est réel, ça. C'est une réalité. Regardez ce que dit le défenseur des droits. Chaque année, il publie son rapport. Et le premier thème, la première raison de discrimination dans le monde du travail, c'est le handicap. Il arrive avant d'autres problèmes, il arrive avant d'autres formes de discrimination. C'est le premier facteur de discrimination. Voilà. Donc, il faut écouter les gens, écouter leur détresse, écouter leurs problèmes parce qu'ils sont réels. Ensuite, les informer sur ce qui existe. Et nous, on dit, quand vous avez une entreprise qui ne veut pas d'une personne en situation de handicap et qui va vous discriminer, a priori, que ce soit sous forme de discrimination directe, c'est-à-dire on refuse les handicapés, ou indirecte, rentrez chez nous. Mais on ne vous propose pas les aménagements nécessaires, il ne faut pas y aller, il ne faut pas rester. On va s'abîmer là. Il faut aller vers des entreprises parce qu'on en connaît qui sont accueillantes ou il y a aujourd'hui un chemin qui est fait. Regardez, il y a le recrutement de personnes en situation de handicap, il augmente. Et en tout cas, le maintien dans l'emploi augmente. On traite aussi le chômage de longue durée. L'AGFIP a fait un grand plan plein emploi à l'horizon 2027. Vous voyez, ça existe. Mais il y a encore de gros combats à mener. On informe les gens donc sur leurs droits. Et ensuite, on va, nous, les associations, les patients experts, etc., faire des plaidoyers pour sensibiliser les entreprises, ça existe, et sensibiliser dans les écoles, sensibiliser les pouvoirs publics aussi. Voilà, et les entreprises, c'est super important. Voilà, c'est tous ces chemins-là. Ça, c'était le deuxième volet, informer. Écoutez, informer. Ensuite, proposer des changements, aller vers des changements. Et comment ? On a plein de possibilités. Aller aider les gens à aller vers le changement. Je pense en particulier à l'éducation thérapeutique du patient, qui est vraiment le lieu où on va pouvoir échanger avec d'autres patients, et des professionnels de santé formés à l'éducation thérapeutique. C'est vraiment le lieu de l'alliance thérapeutique. L'alliance thérapeutique, elle intervient partout dans la vie avec la maladie. On a la chance d'avoir des ateliers d'éducation thérapeutique qui se développent aujourd'hui, notamment dans nos grandes villes. Et là, les gens vont pouvoir faire part de leurs réflexions, de leurs émotions, des résistances. C'est vraiment là la possibilité, à travers cette réflexion partagée, d'avancer. Et le troisième volet qui me paraît important, c'est de parler aux gens. Là, je pense en particulier aux professionnels de santé. Quand vous êtes dans une consultation, quand vous avez écouté la personne, que vous lui avez proposé vos soins, là, ça sera des médicaments, des traitements, etc., et que vous avez proposé de l'éducation thérapeutique ou d'aller vers la rééducation, vers les activités physiques adaptées, toutes ces activités-là, il faut aussi parler. Il y a des petites phrases d'ancrage qui font du bien à tout le monde. Quand vous dites à quelqu'un, c'est bien ce que vous faites, le travail que vous avez fait, le travail sur vous, c'est très bien, continuez comme ça. Vous ne pouvez pas savoir comme ça fait du bien et comme ça nous permet d'avancer, d'évoluer. C'est tous ces chemins-là qu'on va développer auprès de toutes les structures auxquelles on va avoir affaire et qui vont nous permettre d'aller mieux et de sortir des dilemmes pour faire après un choix éclairé. Parce que nos choix à nous, c'est pas
forcément le choix des gens. On peut ne pas avoir de vie professionnelle, on peut à un moment se dire non, moi j'en ai marre de ma vie professionnelle, je vais m'impliquer autrement. Mais si on le pense, si on le dit, il faut savoir pourquoi et quels sont les enjeux quand même, de quoi on se prive, parce que le travail c'est une source de revenus, de protection sociale, de liens, etc. Il faut savoir tout ça et après, quand on saura tout ça, on pourra faire un choix éclairé. Voilà. Ouais. Merveilleux. Merci. Non, mais tout simplement. Je n'ai pas forcément envie d'en dire plus, mais vraiment, vous nous alertez déjà, moi, sur quelque chose à laquelle je suis extrêmement sensible. Avant qu'il y ait un dilemme qui devienne un dilemme éthique, il faut déjà qu'il y ait un respect du droit et un respect de l'information. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des questions, quand on ne peut pas être exempt de respecter le droit, de connaître ce qui est disponible pour l'autre avant d'en faire un dilemme éthique. Et là, vous présentez bien, finalement, ce que les malades vivent, ressentent et l'enjeu que ça va avoir pour eux et la résonance que ça doit avoir chez les professionnels pour accompagner, non pas pour donner une réponse qui soit toute faite. C'est un peu le sens de la suite de ce qu'Alain va nous exprimer autour de la communication sur quelque chose pour moi d'assez fondamental. On dit souvent, en effet, il faut dire, il faut exprimer, il faut dire ce que l'on ressent, mais finalement, face à ça, comment l'autre le reçoit, et vous allez nous alerter un petit peu sur comment vous avez vécu cette question de la communication autour de votre maladie, de vous-même. Merci, Alain. Bonjour à tous, je m'appelle Alain Lagrèze, j'ai 57 ans, j'ai 2 enfants, j'ai une sclérose en plaques depuis 1997, j'ai eu le diagnostic seulement en 2008. Je suis patient expert pour la Ligue française contre la sclérose en plaques depuis 2023, et donc maintenant c'est France Sclérose en plaques. Voilà, j'anime. J'ai fait cette démarche pour aider les autres patients et collaborer avec les équipes soignantes. Je participe à l'animation d'un atelier thérapeutique avec le service neurologie de l'hôpital de la Timone, qui est aussi le service dans lequel je suis soigné. Et le sujet de cet atelier, c'est annoncer la maladie à ses enfants, communiquer avec ses enfants. On prépare un second atelier qui sera plus général et communiquer sur sa maladie. Parce que communiquer sur sa maladie, dire ou ne pas dire qu'on est malade, moi, c'est quelque chose qui m'a fait faire des nœuds au cerveau pendant pas mal d'années. Donc, voilà, donc j'essaye si je peux aider là-dessus. La sclérose en plaques, c'est une maladie qui est assez compliquée à comprendre. On ne sait pas comment on va être dans plusieurs années, donc on va dire dans un futur un peu éloigné. On ne sait pas comment on va être, est-ce qu'on va continuer à marcher ou pas. Mais on sait aussi pas comment on va être au niveau état de forme à la fin de la journée, alors qu'on est bien en début de journée. À la fin de la journée, est-ce que je vais être fatigué, est-ce que je vais pouvoir faire ce que j'avais prévu de faire? Et du coup, on s'adapte. Et tous les malades sont habitués à s'adapter. Tous les malades savent que on peut renoncer. Moi-même, je peux renoncer. Je peux décider à 17h que j'avais prévu de faire un truc des 18 à 19h. Je suis trop fatigué. Je renonce, je ne le fais pas parce que je ne suis pas en état de le faire. Et ça, c'est quelque chose qui est facile à comprendre, que les gens font, que les gens qui ont la maladie ou qui connaissent la maladie comprennent facilement. Par contre, les gens qui n'ont pas cette maladie ou qui ne la connaissent pas ou peu, ce genre de renoncement, de changement d'avis, de dire « Ah ben, il devait venir, puis finalement, il ne vient pas », c'est difficile à comprendre pour eux. C'est difficile à comprendre surtout si... il n'y a rien qui se voit, tous vos handicaps sont invisibles, donc lui, il ne voit rien, et la personne ne voit rien, et en plus, elle ne sait pas que vous avez la maladie. Et du coup, comment agir? Comment essayer de garder un soutien? Comment essayer d'avoir une compréhension? Parler de sa maladie ou ne pas en parler? C'est un dilemme parce que les deux, ça présente des avantages et des inconvénients. Si on parle de sa maladie, on va pouvoir... ça offre ça offre la possibilité de se faire comprendre, d'expliquer qu'on a des handicaps qui nous touchent, mais qui sont des handicaps qui ne sont pas visibles, d'expliquer la situation, d'ouvrir la parole, d'autoriser les questions et d'éviter les incompréhensions. Et du coup, ça serait l'occasion de conserver de la bienveillance, de générer de la bienveillance, de générer du soutien. Et du coup, ça serait un vrai avantage. Mais de notre côté, on va parler de sa maladie. On va parler d'une maladie qui est quand même une maladie qui fait peur, qui est pleine de préjugés de la part des gens qui la connaissent peu. C'est sclérose en plaques, fauteuil roulant. C'est des gens qui peuvent avoir
peur que ça soit contagieux, des gens qui seront inquiets et qui seront inquiets de l'évolution de la maladie et qui seront amenés à ne plus vous solliciter, à ne plus rien vous demander parce qu'il est malade, il ne faut plus rien lui demander. Donc le regard sur vous, il va changer. Et ce changement de regard, on ne va plus vous voir comme une personne normale, mais comme une personne qui est invalide. Ça, c'est quelque chose qui est quand même difficile. C'est difficile. Il faut l'accepter. Il faut faire un travail sur soi. Donc c'est un vrai dilemme, est-ce que j'en parle ou est-ce que je n'en parle pas. Et si on y réfléchit plus précisément encore, la granularité de la décision, on peut prendre la décision, elle nécessite d'être prise de manière plus précise que oui j'en parle et je dis tout à tout le monde, ou non j'en parle pas et je ne dirai jamais rien à personne. En fait les choses elles ne se passeront jamais comme ça. Elles se passeront d'une manière beaucoup plus précise, c'est-à-dire en fonction du contexte, de la personne que j'ai en face et aussi de mon état de santé, de mon état de forme actuelle, je vais décider d'en parler ou de ne pas en parler. Et donc, si je prends cette décision-là, la première chose que je peux décider, c'est je ne vais pas en parler. Et donc, je botte en touche. Hein, je dis, bon, hop, je botte en touche. Mais si je décide d'en parler, je peux en parler de manière très succincte, simplement présenter en quelques minutes la maladie, ou décider d'y passer plus de temps, d'ouvrir le dialogue, de répondre aux questions de la personne qu'elle pourrait avoir, de lui autoriser à me poser des questions, de lui dire si tu as des questions, tu peux me poser, il n'y a pas de souci. Et en fait, on peut adapter sa communication en fonction de ses besoins et surtout en fonction des bénéfices qu'on pourrait en tirer, des bénéfices en termes de bien-être, pas des bénéfices en termes financiers. Et voilà. Et en fait, donc, le parler de sa maladie ou pas, c'est un travail d'évaluation. Pour moi, en tout cas, c'est un travail d'évaluation. Quand j'ai le cas qui se présente de est-ce que ça serait pertinent ou pas d'en parler, j'évalue un petit peu comme font les soignants pour un côté, avant de vous donner un traitement qui est un traitement qui présente des risques, il y a une évaluation bénéfice-risque. Est-ce que la personne à qui on va donner le traitement, elle va tirer plus de bénéfices elle pourrait en tirer plus de bénéfices que les risques qu'elle va prendre. Mais c'est le même genre de réflexion que je me pose un petit peu. Voilà, je vais conclure cette prise de parole, j'espère avoir été clair. Je vais conclure cette prise de parole par simplement dire, rien n'oblige un malade à déclarer sa maladie. Il n'y a rien qui l'oblige à déclarer. Et s'il décide de parler de sa maladie, il n'est pas soumis à la contrainte, vous devez dire toute la vérité, rien que la vérité. On peut taire la maladie dans un cas, en parler de manière très succincte dans un autre, et en parler de manière très précise, répondre à plein de questions dans un autre cas. C'est en fonction de nos intérêts propres et de la situation. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Vous nous dites bien bénéfice-risque et quel est le bénéfice et quel est le bénéfice pour moi. Enfin, j'allais dire, là, il y a quelque chose qui est aussi très important à entendre et que ce bénéfice, enfin, il est vraiment, c'est là où on doit être dans la nuance. C'est-à-dire que c'est pas, est-ce que je dis pas, c'est pas binaire. C'est à quel moment je le dis, qu'est-ce que je dis, comment je le dis. J'aime beaucoup cette idée. C'est-à-dire que dans le dire, on pourrait dire, bah, tiens, j'ai la maladie, mais là, vous dites aussi, j'ai la maladie, est-ce que tu as des questions? Enfin, je trouve que cette ouverture-là, enfin, pour moi, c'est vraiment ce que ça évoque. Quand vous agissez ainsi, une petite question justement sur, vous annoncez la maladie, la réaction des gens quand vous leur dites, mais comment est-ce que tu as des questions? Est-ce qu'ils vous posent des questions? Non. Non. Généralement, non. Mais quand même, en fait, je le vois j'essaye d'autoriser la question, surtout si c'est quelqu'un qui est très proche. Bon, l'échange est facile, mais si c'est quelqu'un comme un collègue de travail, généralement, moi, quand j'en parle, c'est que c'est des gens chez qui je ressens de la bienveillance. Les gens chez qui je ressens de l'indifférence, j'en parle pas, je botte en touche. Chez qui je ressens de la bienveillance, l'idée, c'est aussi de garder, communiquer, c'est aussi de garder cette bienveillance. Donc, j'autorise les questions un peu comme on autorise le tutoiement. Si j'arrive et que je viens voir quelqu'un au hasard dans la salle et je lui dis « Ah, tu es venu en voiture ?» Pourquoi? Il va se dire, mais pourquoi il me tutoie? Alors que par contre, si j'ai demandé au préalable, est-ce qu'on peut se tutoyer? Et qu'il m'a dit oui, on peut se tutoyer. Mais là, c'est pareil, si j'autorise les questions, ça veut dire que la personne elle est légitime pour me poser la question et que moi, je m'autorise le fait de ne pas répondre si la question me gêne. Et puis, mais par contre, j'ai autorisé à ce qu'on me la pose. Voilà.
Mais c'est C'est fondamental. d'essayer de faire les choses simplement, qu'il n'y ait pas de gêne. Oui, et puis de réduire une asymétrie. Enfin, j'allais dire, vous êtes partie prenante et c'est vous qui avez à dire et vous pouvez même autoriser l'autre à être impuissant, à ne pas savoir ce qu'il en est. Et je trouve que c'est ce qui est vraiment intéressant dans toutes ces interventions, c'est que souvent on se fait une représentation de ce qu'est le malade, la maladie, mais qui n'est pas conforme à ce que vit la personne. Donc vous réduisez finalement cet écart. Après, quand vous répondez, oui, mais peu de questions sont posées. Je reviens à Marie, ce que vous disiez aussi sur l'information. Une information qui ne doit pas être simplement auprès des malades, mais une information aussi plus générale sur tout ça. Merci beaucoup en tous les cas. Yael, vous êtes psychologue et on se connaît peu, mais je vous ai entendu parler. Et je sens que vous avez une écoute très attentive et très juste de ce que vous disent les malades. Et votre mission, c'est vraiment là de nous présenter un petit peu, par rapport à vos groupes de parole avec des malades à cœur de Lévy, un petit peu ce qu'il en ressort sur cette question, donc un peu comme un messager, mais enfin un messager psychologue avec une analyse et votre ressenti. Donc je vous donne la parole. Merci. Merci. Merci beaucoup de nous avoir invités. C'est très important pour nous de porter la voix des malades. Je suis psychologue dans l'association pour les aidants et malades à Cœur de Lévy, l'A2MCL, et je suis responsable du soutien des malades à Cœur de Lévy, mais également de leurs proches, et en charge de la formation aussi. Et on crée aussi des projets qui sont au plus près des attentes des familles. Donc on anime des groupes de parole, on fait aussi des actions éducatives, on fait du soutien en individuel. Et tous ces discours ont vraiment fait écho chez moi et chez les malades. En fait, j'ai vraiment directement posé la question aux malades des dilemmes éthiques, moraux. Et en fait, le dilemme de la communication, comme Alain, c'est vraiment quelque chose qui est central dans notre association. Et on passe très vite du pourquoi, parler de la maladie à Cœur de Lévy, à nos proches, au comment, en fait. Et c'est très intéressant tout ce que vous avez dit. Il y a ce côté, Marie, j'ai besoin aussi qu'on ait ce rapport asymétrique entre les professionnels, entre les personnes malades. Aussi, le fait d'être valorisé, c'est quelque chose qui est très moteur. Et donc de réduire cette asymétrie. Et je me rappelle d'un malade qui m'avait dit, j'aimerais bien en consultation qu'on soit de rapport humain à humain et qu'on redescende en fait le niveau et qu'on puisse échanger comme si qu'on était amis. Et qu'on se connaissait, qu'il n'y avait pas de cette asymétrie de connaissances, parce que moi aussi, j'ai des connaissances. Et donc, finalement, on anticipe souvent, les malades anticipent souvent ce jugement négatif, ce stigmatisant, la peur que l'autre change, la peur d'être jugé, la peur que l'autre parte, que l'autre ait peur. Et j'ai plusieurs témoignages de malades à Cœur de Lévy, dont un qui hésitait à annoncer sa maladie à son frère, à qui il n'avait pas parlé depuis 7 ans, et avec la peur de modifier ce relationnel. Et effectivement, il y a cette situation qui est propre, qui est personnelle, qui va enclencher le relationnel qui était là aussi avant la maladie. Et donc, un besoin de résoudre ce type de dilemme, mais d'une façon très singulière, en se décentrant de la maladie. Et il y a un malade qui lui avait répondu en groupe de parole, c'est vrai qu'avant de pouvoir en parler, il faut pouvoir l'accepter. Et le dire, c'est aussi accepter. Donc en fait, il avait senti ça chez l'interlocuteur, donc que moi, je n'avais pas forcément, en tant que psychologue, souligné entre eux. Dans ce groupe de parole, il y a ça qui était ressorti. Il faut peut-être cheminer avant de se dire comment je vais le dire. Est-ce que je suis prêt à le dire? Et donc, il y a aussi cette peur, avant de parler de la maladie à Cœur de Lévy, de se retrouver face à une minimisation. Souvent, quand on dit voilà, j'oublie beaucoup, on a peur d'être face à cette réponse oui, moi aussi j'oublie, t'en fais pas. Et cette minimisation, elle peut être très difficile à vivre, avoir le sentiment de ne pas être compris. Et c'est vrai que chacun peut avoir une représentation qui va être personnelle de la maladie. Et il faut essayer alors de comprendre la représentation singulière du malade, le vécu du malade, qui n'est pas forcément la représentation que l'on en a. Donc essayer de se décentrer de cette représentation-là. Et ça m'amène à parler d'un autre dilemme, qui a été évoqué par les malades, c'est qu'est-ce que je veux savoir sur la maladie, mais qu'est-ce que je peux entendre? Est-ce qu'en tant que malade, j'ai envie de connaître ce qui m'arrive?
avec autant de précision. Donc ça, c'est quelque chose qui est ressorti aussi pendant les actions éducatives, donc qui ressemble beaucoup à l'éducation thérapeutique du patient. Il y a une personne malade qui a évoqué « c'est très dur pour moi d'entendre ces informations de la maladie parce que j'ai l'impression que quand je mets des mots sur ce que je vis, lorsqu'on échange et qu'on se projette vers les difficultés plus importantes, j'ai l'impression vraiment de m'approprier les symptômes et peut-être que je n'ai pas envie de me les approprier autant que ça, peut-être que je ne suis pas prêt à tout entendre. Qu'est-ce que j'ai envie de dire, mais également qu'est-ce que j'ai envie de savoir et qu'est-ce que je peux entendre surtout. Donc c'est vrai que c'est primordial de trouver le moment où la personne malade peut entendre ce qu'elle veut savoir, respecter sa sensibilité, sa temporalité, et justement il y a un temps pour élaborer. Donc c'est vrai que c'est plus que dire ou ne pas dire, il y a aussi qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on est prêt à entendre, qu'est-ce qu'on veut savoir. Et il y a aussi cette question de faire. Donc le fait d'avoir des connaissances, on engrange beaucoup de choses. Et puis, dans la maladie à corps de Lévy, il y a beaucoup cette notion de fluctuation qui peut être très intense. On peut passer plus ou moins rapidement d'un état où on est un peu prostré à un état où on est réceptif et actif. Et il y a cette question qui a été évoquée par les malades, c'est faire au risque de s'épuiser ou bien ne pas faire au risque de se décevoir. Alors, à quel moment j'ai envie de me pousser, de continuer à faire pour me stimuler au risque de m'épuiser et de créer cette fatigue ingérable, faire des choses, s'entêter à faire des choses que je n'arrive plus à faire, ou bien le risque de trop m'écouter, de ne pas en faire assez, de rester sur le canapé, de trop se reposer et de ne plus participer aux discussions, de perdre mes capacités de m'isoler. Et donc, il y a aussi cette idée de est-ce que je garde mon autonomie sur certaines tâches ou bien est-ce que je délègue pour ne pas m'épuiser. Et il y a un malade qui a répondu à cette question, quand on a besoin que notre aidant prenne le relais parce qu'on perd les pédales, ça peut être agréable, mais également frustrant et dégradant. Je peux avoir du mal à demander de l'aide et à savoir quand demander de l'aide. Et une autre personne lui a répondu, et ça j'ai trouvé ça très poétique, donc c'est une phrase que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Des étrangers s'invitent chez nous, on ne souhaitait pas partir en vacances avec eux, mais on doit vivre avec. Donc il y a vraiment cet aspect où est-ce que je lutte ou est-ce que je vis avec ? Et cette question, Marie, vous avez évoqué l'aspect du travail, donc c'est ce qui est un aspect important et qui peut être présent dans la maladie à corps de Lévy parce que c'est une maladie qui peut arriver autour de 50 ans. Et il y a ce questionnement, ce dilemme éthique qui est là, à partir de quel moment je décide de quitter mon travail ou à partir de quel moment la diminution de mes capacités cognitives nécessite que je rende le tablier, alors que c'est un travail qui me passionne. Ça, c'est quelque chose qui a vraiment été évoqué par l'une des personnes malades. Et pour aller plus loin dans les dilemmes qui ont été évoqués, encore plus propres aux maladies neurocognitives, est-ce que lorsque je ne peux plus faire ou lorsque je ne me souviens plus de quelque chose du fait des troubles mnésiques ou des troubles psychiatriques présents dans la maladie à corps de Lévy, est-ce que je dois faire confiance à mon aidant qui lui semble savoir et peut parfois paraître étrange et différent. On l'a vu hier un petit peu dans le film qu'on a pu visionner, où la personne malade sent que son aidant devient étrange et il ne le reconnaît plus. On a dans la maladie à corps de Lévy aussi ce syndrome de Capgras où on a l'impression d'avoir cette rupture affective avec son proche aidant. Et donc la sphère psychiatrique vient compliquer le dilemme déjà compliqué par l'aspect cognitif. Et donc, du coup, l'aidant peut rappeler des souvenirs dont le malade n'a plus du tout la trace. Et le malade doit faire confiance à son aidant. Et à quel moment nous acceptons que l'autre a plus de connaissances que nous, que notre cerveau change. J'ai toujours fait confiance à mon cerveau. Parfois, j'avais raison, parfois, j'avais tort. J'ai pu faire des débats avec ma conjointe. Et à ce moment-là, je vais devoir accepter que je n'ai plus cette trace et que c'est mon aidant qui a cette trace-là. Donc, remettre complètement ma confiance à mon aidant, ne plus faire confiance et ne plus suivre mon cerveau en qui j'ai toujours fait confiance. Ça, c'est un dilemme. Et il y a cette idée de... Voilà, parfois j'avais raison, parfois j'avais tort, et là je dois accepter que mon cerveau puisse me jouer des tours. À partir de quel moment je dois faire confiance au cerveau de mon aidant, comme si c'était le prolongement de mon propre cerveau. Ça, c'était un raisonnement qui était là chez les malades. Et je vais évoquer un dernier point qui est beaucoup évoqué par les malades à corps de Lévy sur le devenir, sur l'évolution, sur la problématique de l'entrée en établissement, ou bien d'accepter des aides à domicile.
Des problématiques sur le devenir. Lors de notre dernier Café Lévy, donc notre groupe de parole entre personnes malades, cette question a été évoquée. Est-ce que je visite des EHPAD? Est-ce que je tente de rester à la maison? Est-ce que je fais confiance à mon entourage pour choisir? Parce que, comme vous l'avez dit, Marie, on ne peut pas faire seul. On a besoin aussi de l'entourage, de se questionner et de s'aider des autres pour avancer. Donc, pour conclure, les malades ont ressenti cet aspect-là, que les soignants gèrent ces problématiques d'une manière qui peut être plus ou moins éloignée du ressenti et du vécu du malade. Et on peut avoir des raccourcis et des enjeux, alors que les enjeux ne sont pas les mêmes chez chaque malade. Dans les groupes de parole, voilà, c'est très riche à la DMCL parce qu'on voit que chaque malade a sa propre opinion sur les dilemmes qui les concernent tous. Et il faut aller chercher quelles sont les vraies craintes concernant ces dilemmes et quel est le choix qui conviendrait le mieux pour eux ici et maintenant. Qu'est-ce qui prime pour la personne à ce moment-là, pour que sa continuité d'exister, sa continuité d'être, pour que son identité soit sauvegardée. Merci beaucoup, bravo de cette clarté et de cette synthèse, moi j'adore. Est-ce que pour un malade, est-ce que je peux faire confiance à mon aidant? C'est quelque chose qu'on pose de fait d'habitude en disant mais il est aidant donc on peut lui faire confiance, et de voir un petit peu tout le travail qui peut se dégager derrière pour le malade lui-même et tout le doute. Il y a quelque chose de très fort là-dessus qui me fait associer un petit peu en parlant de groupe Alzheimer qu'on avait pu faire avec Fabrice Xil et qui amène la créativité chez les malades et même chez des malades Alzheimer, où il y avait une femme qui disait je sais que mes enfants vont demander ce que j'ai mangé, je sais que je ne m'en souviens pas, mais je leur dis un steak frites, comme ça les rassure. Et je trouvais ça génial d'avoir encore cette volonté de rassurer l'autre et d'avoir cette créativité d'aider l'autre. Donc je faisais l'association avec ces groupes de parole parce que est né il y a longtemps dans cette succession des groupes d'expression que j'ai menés avec les aidants qui se tenaient à l'accueil de jour Isatis du 15e, tenu par Marie-Laure Martin et dont la psychologue Séverine Rose est dans la salle, qui nous ont toujours permis de pouvoir accueillir la parole des malades. Et Simone Atlas qui est présente là aujourd'hui, un jour dans ce groupe me dit mais il y a des sujets sur lesquels vraiment vous ne m'aidez pas. Elle me le dit pas d'une manière aimable, vous étiez quand même un peu colère, et à juste titre, j'ai regardé Simone, j'ai dit mais c'est vrai, il y a des questions là sur les questions que vous posez. Moi en tant que psychologue, dans ce groupe-là, j'ai pas de réponse, mais par contre je me suis dit mais là, la question que vous posez, pour moi elle résonne en termes éthiques. Il y a des questions qu'on aborde habituellement avec les soignants, et donc c'est là où je vous ai proposé un petit groupe, de faire un groupe éthique, d'imaginer un dispositif avec Fabrice Xil, s'il veut bien nous rejoindre sur scène, de voir finalement comment l'éthique pouvait aider, comment vous pouviez vous saisir de cette démarche éthique par rapport aux questions que vous pouviez poser. Donc voilà, il n'était pas prévu, mais il était prévu pour moi. Donc je leur donne la parole. Merci beaucoup. Alors, on était face à cette demande d'une réflexion éthique et aussi un peu philosophique, je trouve, sur la place des aidants dans ce contexte. Donc on a d'abord trouvé un lieu, on a été accueillis à la Villa Torelli, qui est un EHPAD de l'association Isatis dans le 15e, dont on remercie notamment la directrice, Laurence Jugnot. Et puis je me suis inspiré d'un dispositif que la philosophe Valérie Gatto a inventé dans d'autres contextes, qui est à la fois de la lecture de textes philosophiques, et de l'écriture. Donc on s'est vu à 5 reprises. Moi, je suis arrivé avec un texte. La première fois, un texte de Jean-Pierre Vernant, la seconde de Ruven Augien et la troisième de Claire Marin. Et à chaque fois, on avait un peu anticipé de quoi on allait parler. Je vous avais demandé d'écrire à chaque occasion, à vous-même, Simone, et puis à Maureen Mazurek et Colette Chaduto qui sont dans la salle, à chaque fois d'écrire un texte en prévision de cette séance qui permettait d'élaborer. Et puis on a à la fois discuté du texte de là ou du philosophe en question, et puis des productions que vous aviez faites. Le premier texte, vous vous souvenez, c'était le texte de Jean-Pierre Vernant, philosophe, helléniste, qui a accompagné son épouse et qui dit notamment, qu'il y avait cette phrase assez forte, on dit souvent la maladie, elle fait que la personne que j'ai en face de moi, ce n'est plus lui, ce n'est plus elle. Et Vernant corrige, il dit c'est plus complexe, c'est lui et ce n'est plus lui, c'est elle et ce n'est plus elle. Et ça nous avait fait notamment élaborer, notamment vous Simone, sur la question de investissement, désinvestissement par rapport à la personne. En fait, c'était très dur déjà d'apprendre le nom de la maladie.
Quand on est confronté à un non, on ne sait pas du tout ce que ça veut dire. Et là, je ne savais plus quelle place j'avais. Après l'annonce, et quand on m'a dit vous êtes aidante, je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. Et le fait de dire mais qu'est-ce que je suis aujourd'hui ? Où elle est ma place ? Je ne savais plus où était ma place parce que je me suis posé la question, est-ce que je dois l'accompagner ? Je ne dois plus l'accompagner ? Qui je suis l'épouse ? Est-ce qu'on est mariés pour le meilleur et pour le pire ? Je ne savais plus où me poser. Et les textes que vous avez proposés résonnaient vraiment intérieurement à ce que l'on ressentait. On ne savait plus comment se comporter parce que là, maintenant, une fois que la maladie, le nom de la maladie était posé, tout était clair, tout devenait clair. La façon dont le comportement de l'autre, la vision que j'avais avant, c'était la vision d'un ego démesuré, de quelqu'un qui ne savait pas, qui ne pensait qu'à lui, qu'à son travail. Et puis après, on met un nom et on donne la raison pourquoi il était comme ça. Donc maintenant, après les colères, on arrête d'être colérique et on comprend que maintenant, ça ne sert plus à rien. Il faut se retrouver. Donc, j'ai appris à me retrouver, à revenir moi-même, ne plus être colérique. Et je suis bien là maintenant. Je suis moi-même. Je suis la femme que j'avais envie d'être. J'ai envie d'avancer, j'ai envie de faire plein de choses. Mais l'homme qui est en face de moi, c'est peut-être le même. Et c'est peut-être plus le même parce qu'il n'a plus les mots pour le dire, mais il y a des gestes qui restent lui-même. Il a un comportement qui est lui-même. Tout résonne en lui comme si c'était la même personne. C'est pas les souvenirs où on disait c'est exactement la même personne, mais elle ne peut plus l'exprimer. Elle ne peut plus s'exprimer. Et c'est ça qui est très difficile, c'est la communication. Apprendre à tout faire tout seul, c'est une montagne qu'on doit dépasser tout le temps. Et c'est pas fini, on apprend tout seul. Et comme disait Marie, on a besoin d'un accompagnement, mais démesuré, c'est pas possible. J'habite Paris, donc c'est pas un endroit impossible. Il est jeune, et c'est arrivé comme ça. C'est pas juste. On met sur les pages. Comment communiquer avec ses enfants, avec l'employeur. Tout ça, ça a été un chemin et ça n'arrête pas tout le temps quelque chose. Comment on fait pour rester zen, pour rester bien ? C'est exactement ça. Quand être elle, quand être lui, on ne sait plus. On ne sait plus qui on est des fois. Le deuxième texte qu'on a travaillé, c'était un texte de Ruven Ogienne qui a été lui-même confronté à une maladie grave et qui a écrit un livre un peu contre l'injonction à positiver quand on est malade et sur ce qu'il appelle le dolorisme. Vous avez notamment retenu une expression qu'il a eue de la cruauté sociale des tiers, de la société par rapport aux personnes atteintes d'une maladie chronique qui ne se rendent pas nécessairement compte, alors ça peut être ses proches, ça peut être un employeur, qui ne se rendent pas nécessairement compte de ce que ça représente d'être atteint de ces pathologies. Non, personne ne se rend compte. Sa maladie, elle était là depuis longtemps et elle n'est devenue visible que dernièrement. Et c'est là que tout a éclaté. Il a pu le cacher, il me l'a caché. Il l'a caché à tout le monde, en fait. Il a su... C'est pas qu'il a caché. L'agnosie, c'est que déjà lui-même se cache sa propre maladie. Et moi, je n'ai pas fait peut-être le pas pour aller demander qu'est-ce qui ne va pas réellement. Ça me paraissait pas... et il nous a peut-être protégés aussi indirectement. À vous entendre, peut-être, j'ai vécu peut-être 8 ans dans un cocon de protection. Malgré tout ce qu'il a fait, j'ai été protégée. Il a protégé notre famille en écoutant. Et c'est vrai que l'annonce, ça devient quelque chose comme une explosion. Et la douleur, lui, ne ressent aucune douleur. La douleur, je me la suis appropriée. Les enfants ne se rendent pas compte, personne ne se rend compte tant qu'on ne vit pas avec cette personne. Mes parents, on a été en vacances avec eux, et ils nous ont dit « Ah, je ne me rendais pas compte que c'était si difficile ».
Et quand on dit, on lui demande comment il va lui, mais jamais on me demande comment je vais moi. Lui, il va bien. Mais en fait, on doit tout prendre sur ses épaules pour avancer et gérer le quotidien. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le troisième texte est un texte de Claire Marin, et Claire Marin dit à un moment donné la dispute est un effet secondaire de la maladie. Elle parle de la dispute avec son conjoint, et notamment autour de la question du temps et de cette forme, je reprends la formule à Armelle Debru et Virginie Ponel, à la discordance des temps qu'il peut y avoir entre la personne malade et son aidant, dans la projection, comme vous le disiez, ou dans le fait que, à certains moments, votre époux a l'air perdu dans le temps, alors que vous êtes en permanence en train de penser à toutes les choses qu'il va falloir faire et anticiper. La maladie de mon époux, c'est la dégénérescence frontotemporale, DFT. Et pour lui, c'est pas Alzheimer. Donc déjà, lui s'est mis dans un état où c'était pas la maladie d'Alzheimer. Et dans son... il faut un agenda tous les jours. C'est qu'est-ce que je fais, à quelle heure je me lève, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que tu as prévu, où est-ce qu'on sort. Et moi, je dois être tout le temps dans l'interaction. Et quand je dis je sais pas, eh ben ça le frustre. Je sais pas, non, j'ai pas prévu, j'ai pas le temps. Et là, venir vous voir aujourd'hui, ben c'était 3 jours de préparation. J'ai fait un agenda en mettant les menus, j'ai collé des post-it dans le frigidaire avec les plats, et j'ai demandé à mes enfants qui passent, mais personne passera. J'ai demandé à son frère de passer, peut-être. Mais voilà, il faut toujours être là, toujours être disponible, toujours prévoir qu'est-ce qu'on fait. Et il y a des fois, je dis, bon, je laisse tomber, on va faire ci, on va faire ça. En fait, le temps, c'est on mange à quelle heure, on rentre à quelle heure, c'est épuisant, c'est épuisant. Il n'y a plus de liberté. Tout doit être structuré. Pardon. Ouais. Ah oui, ça marche. Dans les groupes, moi que j'ai animé et que j'ai suivi, surtout avec vous et Fabrice, j'ai trouvé que l'écriture vous a fait un bien fou. Est-ce que le fait de poser, il y a quelque chose... Quand on nous a demandé d'écrire, il fallait que je trouve ce moment de liberté. Ouais. Donc j'ai demandé aussi à mon époux de ne pas m'accaparer pendant ce moment-là. Et ça fait du bien parce qu'on se pose, on prend du temps pour soi. C'est prendre du temps pour soi qu'on n'a plus. Et prendre ce temps et se remémorer des choses. Il y a des paroles que vous avez dites, Marie, qui m'ont touchée énormément. Et l'écriture m'a ramenée vers quelque chose de plus vivant. Relire m'a aussi fait du bien. Et des choses que j'avais oubliées. Parce qu'on devient dans un monde tellement virtuel qu'on ne sait plus où est la réalité. Et entendre des gens, des groupes de parole, ça fait du bien. Des gens plus âgés, ça fait du bien. Mais il faut les trouver. Il faut aller les chercher, les trouver. Et ça, j'ai trouvé. J'ai trouvé, mais pas encore tout. Parce qu'on est obligé de faire tout toute seule. C'est trop, trop. Mais moi, j'aime bien cette idée de... On dit souvent aux gens, prenez du temps pour vous. Oui, c'est ça. C'est ça. Les psychologues, le médecin me dit mais pensez à vous. Pensez à vous. Mais je dis, mais quand je n'ai pas le temps de penser à moi. À quel moment voulez-vous que je me fasse du temps? Voilà, là, je suis là. Je prends du temps pour moi, oui, mais c'est pour lui aussi. Je prends de la ressource pour amener après derrière et mieux gérer, entre guillemets. Pour moi, un des enseignements, c'est que quand on dit à quelqu'un de prendre du temps pour lui, on ne peut pas dissocier son état actuel. Enfin, j'ai dit, on ne peut pas passer d'un moment à s'occuper de son mari ou à vivre sa maladie et d'un coup se dire, je vais prendre du temps pour moi, je sais pas, je vais au match, je vais faire ci, je vais faire ça. Il ne peut pas y avoir de déconnexion. Là, le temps que vous avez pris pour vous, c'est aussi du temps par rapport à ce que vous viviez. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose. Et d'utiliser d'autres sources. Vous parliez de la lecture, vous parliez vraiment sur l'écriture. Moi, j'étais très sensible à vous trois qui écriviez les choses et qui allaient vraiment dans un sens philosophique ou même parfois très pratique. Et ça, c'est quelque chose qui est un bon outil, j'ai l'impression. Oui, parce que l'écriture nous permet de nous poser, de réfléchir, de prendre ce temps qu'on ne prend plus.
C'est le fait juste de prendre un peu de temps et de se mettre dans la situation, comment tu as ressenti les choses. Et ça fait du bien. Ça fait énormément de bien. Et relire les textes, après, quand je relis, c'est démesuré tout ce que l'on peut faire. Ce que tu as dit aussi m'a beaucoup plu. Ce sont les autres qui disent, Madame, vous avez fait beaucoup. Et je dis, non, j'ai rien fait. Mais quand on dit merci, ça fait un bien fou. Un bien fou. Et il y a quelque chose, en plus, c'est prendre du temps, c'est écrire, réfléchir sur du texte philosophique, hein, j'ai compris un peu, et qui était exigeant parce qu'ils arrivaient à lier une pensée avec de l'affect, avec quelque chose qui était vécu et qui a donné lieu d'ailleurs entre vous, dans des débats, voire des engueulades qui étaient assez sympathiques sur l'humilité, sur des tas de choses. Je trouve que c'est vraiment un levier d'aide. Parce que le vécu de chacun est vraiment différent. Le vécu de l'aidant est vraiment différent pour chacun. Le terme aidant est aussi différent pour chacun. Pour moi, ça a été un terme que je ne veux pas, que je n'accepte pas. Et jusqu'à aujourd'hui, je reste comme ça. Je dis non, je ne veux pas être aidante. Et quand le psychologue me dit c'est votre choix de ne pas être accompagné de votre mari, je fais oui, c'est mon choix. Je n'ai pas envie de m'arrêter, non. Je ne veux pas. Et l'écriture nous amène à nous poser les bonnes questions ou pas. Et nous dire, comment tu veux être toi ? Comment tu es toi ? Et ça, c'est... Et encore, je me pose encore la question. Je vais peut-être changer. Mais ça, à l'instant où ça s'est passé, c'est comme ça que ça s'est fait. Bien. Pardon ? Ouais, mais je laisse Federico se lever. Oh mince, il est l'heure. Merci beaucoup. Vraiment un immense merci de votre expérience.